Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler dyskinésie scapulaire. Mais avant de commencer, toujours la même chose, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, mon Instagram il est juste ici. Et on va faire l'estimation du temps de la vidéo, je crois qu'il y a une vingtaine de diapos, 22 si on veut être précis. On va dire en 40 minutes, max, c'est réglé, ok? Donc, je vais juste vous placer un petit peu le contexte. Quand j'étais à l'IFMK, c'est quelque chose que j'avais des cours là-dessus, où on regardait les personnes lever le bras, et on devait regarder un petit peu s'il y avait des dyskinésies scapulaires, comment l'omoplate bougeait par rapport à l'humérus, et on devait dire, bon ouais, est-ce que ça bouge trop vite, pas assez vite, est-ce que l'omoplate elle part trop tôt, pas assez tôt, voilà, et à partir de ça, en fait, derrière, on devait en déduire un traitement, des exercices et un traitement. On va voir, en fait, où on en est aujourd'hui, sur ça. Donc on va faire des rappels anatomiques et biomécaniques de base. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on traite un sujet, on fait toujours des rappels anatomiques et biomécaniques alors qu'on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, on va positionner les choses. Donc la scapula, c'est ça, c'est un os, voilà, qui va s'articuler d'un côté avec l'humérus pour donner une articulation qu'on appelle l'articulation gléno-humérale ou scapulo-humérale, comme vous voulez. Et elle va s'articuler aussi avec la clavicule pour former ce qu'on appelle l'articulation acromio-claviculaire. Ok? Voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait d'important à dire. On va pas commencer à décrire la forme de la scapula et tout ça, on en a rien à faire. Allez, si il y a 17 muscles qui vont s'insérer sur la scapula, et on va les énumérer maintenant. Non, je déconne, on s'en fiche. Voilà, alors, sur le plan anatomique, il faut savoir que c'est un os qui s'articule avec deux autres os, et puis c'est tout. C'est tout. En termes de mouvement, allez, ça on va le voir quand même parce que c'est pas que c'est important, mais bon, au moins on sait de quoi on parle. Si j'utilise des termes dans la suite de la vidéo, on parle de la même chose. Donc il y a des mouvements, donc la scapula elle bouge un petit peu dans tous les sens. On a des mouvements qu'on va appeler des mouvements de rotation, donc on a la bascule. Donc c'est la scapula, soit elle bascule en avant, soit elle bascule en arrière. Quand elle bascule en avant, on appelle ça une bascule antérieure. Quand elle bascule en arrière, on appelle ça une bascule postérieure. C'est pas très compliqué. Ensuite, sonnette médiale et sonnette latérale. Donc bon, l'axe il est représenté ici. En fait, c'est quand la pointe de la scapula elle se dirige par exemple vers la colonne vertébrale, on appelle ça une sonnette médiale, et quand elle se dirige dans l'autre sens, on appelle ça une sonnette latérale. Ensuite, on a des mouvements où la scapula elle va tourner sur un axe plus vertical, on va dire. Et là, en gros, on appelle ça la sagittalisation. Hein, donc si elle tourne dans ce sens-là et qu'elle vient dans le plan sagittal, on appelle ça une sagittalisation. Si elle vient dans le plan frontal, on appelle ça une frontalisation. Et ensuite, on a des mouvements de glissement. Donc, elle monte, elle descend, donc élévation, abaissement, et ensuite elle part vers l'avant, elle part vers l'arrière, abduction, adduction. Ok, où elle va, donc en fait, elle va glisser sur le grille costal. Vers l'avant, on appelle ça une abduction, et vers l'arrière, on appelle ça une adduction. Ok. Là, je vous ai mis les termes anglophones, comme ça, si vous les croisez dans la littérature, c'est plus simple pour vous aussi. Donc upward et downward rotation. Donc upward c'est pour la sonnette latérale et downward la sonnette médiale. Les bascules, eux, ils appellent ça des tilts, ok. La sagittalisation et la frontalisation, eux, ils appellent ça des rotations internes et externes. Bon bah elevation depression, bah, c'est pour élévation abaissement, et protraction retraction c'est pour abduction adduction. Voilà tout ce qu'il y a besoin de savoir d'un point de vue biomécanique et anatomique. Ah oui, non, il y a ce petit détail là aussi. Donc c'est le rythme scapulo-huméral. Donc là, je vous ai pris une image qui schématise un rythme en fait de 2 pour 1. Donc ça veut dire qu'on a sur 180 degrés d'élévation, on va avoir 120 degrés qui vont être faits dans la scapulo-humérale et 60 degrés au niveau de la scapula. Mais évidemment, bien évidemment, c'est un petit peu simplifié parce qu'il y a d'autres articulations qui vont rentrer en jeu. Ok, l'acromioclaviculaire, la sternocostoclaviculaire, voilà, mais si on simplifie, ça, voilà, ça donne ça, ok, même le rachis thoracique en fin de mouvement, mais ça c'est pas important. Juste ce qui est important, c'est qu'en fait on a des études qui nous montrent que ce ratio il peut varier en fonction des individus, hein, de 1 pour 1 à 6 pour 1. Donc ça fait quand même une belle variation, voilà, et donc c'est toujours se poser la question, est-ce que la personne, quand on va l'analyser au moment où elle va venir, on sait pas comment elle était avant, maintenant elle vient nous voir sûrement parce qu'elle a la douleur ça peut affecter le rythme scapulo-huméral, est-ce que du coup il est anormal, est-ce qu'il est normal par rapport à d'habitude, est-ce que même s'il est anormal, est-ce que je peux le changer, tout un tas de questions auxquelles on va essayer de répondre tout au long de cette vidéo. Alors on va commencer avec une définition, c'est important de fixer les termes. Donc une dyskinésie scapulaire, c'est quoi? Ça va être une altération visible du mouvement, alors là j'ai mis et ou de la position de l'omoplate. C'est tout. Ok? Il n'y a vraiment que ça à retenir. Donc
si l'omoplate, elle bouge de manière anormale, on va dire, ou elle est positionnée de manière anormale, on va parler de dyskinésie scapulaire. Pourquoi il faudrait identifier justement ces dyskinésies scapulaires? Donc il y aurait des hypothèses, ok? Ça pourrait être d'un point de vue prévention des douleurs, dans le sens où si on a un mauvais rythme, on peut avoir moins d'espace sous-acromial par exemple, ce qui pourrait générer des douleurs selon la théorie du conflit sous-acromial. Si vous voulez en savoir plus sur le conflit sous-acromial, je vous ai déjà fait 2 vidéos. Ici, 50 minutes où on parle que du conflit sous-acromial, et ici, 55 minutes où on parle que du conflit sous-acromial, mais en fait je débunk un livre de musculation qui parle de conflit sous-acromial, et on voit en fait pourquoi ce qui est raconté dedans, c'est pas ouf. Bon là c'était la petite parenthèse. Ensuite, ça permettrait aussi de soigner les douleurs, d'identifier les dyskinésies scapulaires. Dans le sens où, la dyskinésie scapulaire, c'est ce qui provoque la douleur. Si je soigne la dyskinésie, je soigne la douleur. Voilà les théories qu'on pourrait retrouver. Voilà. Donc ça implique quoi? Ça implique qu'en fait, qu'on devrait pouvoir mesurer le rythme d'une manière précise, et qu'on pourrait appliquer ensuite des exercices, ou de la thérapie manuelle comme vous voulez, de correction, et qui vont soulager, en fait, qui vont modifier le rythme, le corriger, on va dire, ce rythme, et donc soulager les douleurs. Les causes, en fait, les causes de dyskinésie scapulaire, ça peut être des changements, les théories, hein. Ça serait des changements dans l'activation des muscles stabilisateurs de l'omoplate, ou encore une réduction de la longueur du muscle petit pectoral. C'est ce qui est dit dans cette étude ici. Ça serait des causes possibles, ok. On va aller un peu plus loin dans le détail après. On va juste pas parler des lésions du nerf thoracique long, du nerf dorsal de la scapula, ou du nerf spinal accessoire. Pourquoi? Parce que là, en fait, ça va être des lésions. Alors, normalement, il y a une diapo après. En fait, ça va être des lésions nerveuses qui vont faire que les muscles innervés par ces nerfs, en fait, ne vont plus fonctionner. On va partir du principe que soit qu'il est sectionné ou qu'il est tellement compressé que le nerf ne fonctionne plus, on s'en fiche. Mais là, du coup, tous les territoires musculaires innervés par ce nerf, en fait, ne vont plus fonctionner. Et donc là, en fait, on peut avoir une dyskinésie qui peut avoir une importance, parce que là, il va y avoir vraiment un changement. En tout cas, on va la voir. La voir de manière évidente, et en fait, il faut savoir même la repérer. Si vous avez une personne avec une scapula, par exemple, qu'une seule, parce qu'après on peut avoir, voilà, c'est ça. Et en fonction du contexte clinique, bien évidemment, on ne prend pas juste un signe comme ça, voilà. Mais si vous avez une personne, par exemple, alors comment il peut se léser ce nerf-là? Il y a différentes choses. Des fois, il est compressé. Je crois qu'il y a une artère qui peut le compresser. Ça peut s'arracher sur des mouvements sportifs. Ok. Donc admettons vous avez un patient qui s'est fait mal pendant un mouvement de musculation, avec une protraction importante, enfin, quelque chose qui aurait mis en tension le nerf, et depuis qu'il a mal de ce côté, depuis qu'il s'est fait mal ici, il y a la scapula complètement décollée. Ok. La partie médiale de la scapula complètement décollée. Peut-être que là, il faut penser à peut-être que le nerf thoracique long il a été touché. Peut-être renvoyer chez le médecin pour faire des examens complémentaires. Par exemple. Par exemple. Et donc ensuite, si on a plutôt le nerf spinal accessoire, donc celui qui innerve le trapèze qui est touché, là on va plutôt avoir la scapula qui va partir sur le côté, enfin extérieur, ok, en latéral, avec peut-être une épaule tombante. Et si c'est le nerf dorsal de la scapula, donc lui il innerve rhomboïde, petit rhomboïde, grand rhomboïde et l'élévateur de la scapula. Et donc pareil, en fait, là on peut avoir une scapula qui part un petit peu sur le côté, peut-être un petit peu ce qu'on dirait dorsalement avec un petit décollement du bord médial, étant donné que les rhomboïdes ne sont plus là. Voilà. Mais là en fait, ça il faut être capable de l'identifier, de le mettre en lien avec l'histoire, enfin l'historique de votre patient, et se dire est-ce que en fait c'est important, est-ce que c'est pas important, ok? Ou alors est-ce que c'est connu? Si sur l'ordonnance c'est marqué vient pour une rééducation suite à une atteinte du nerf long thoracique, voilà, vous savez ce que vous allez rééduquer, c'est normal qu'il y ait cette omoplate comme ça, on peut essayer de suivre l'évolution pour voir si on arrive vraiment à réveiller un petit peu le dentelé en fonction de la lésion nerveuse, tout ça. C'est absolument pas le sujet de la vidéo, ok? C'est absolument pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste savoir identifier
grâce à examen clinique, plus anamnèse, histoire de votre patient. Ok? Bon, on va passer à la suite. Et ça tombe bien parce que la suite est très intéressante, vu que c'est une petite page de pub pour ma formation. Donc je vais en profiter pour boire ça. Et vu que juste avant on vient de parler d'atteinte nerveuse, là-dedans, bon bah alors c'est en rapport avec les lombalgies, donc on parle plus du bas du corps, mais pour essayer d'identifier un petit peu un problème de nerf ou quoi, dans la formation, on le voit. Et vraiment, pour ce qu'il y a dedans, elle est vraiment pas chère. Je vous arnaque pas, quoi. Donc, hop, on avance, et on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'en fait, en gros, c'était une intro bien trop longue, encore une fois. Donc, en fait, la question là qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a un lien entre dyskinésie scapulaire et douleur, ok? Est-ce qu'il y a un lien? C'est déjà la première question à laquelle on doit répondre. Bah, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, si on regarde cette étude-là, une dyskinésie scapulaire évidente, une réduction de l'amplitude totale des mouvements et une réduction de la force de rotation externe sont associés à une probabilité accrue de blessure à l'épaule. Donc dans la probabilité accrue de blessure à l'épaule, on a la dyskinésie scapulaire, donc qu'ils appellent évidente, mais on a la dyskinésie scapulaire. Donc là on peut se dire, il y a un rapport entre les deux. Alors, il y a beaucoup d'études, je vous le dis, c'est énormément sur des sportifs, ok? C'est ceux qui ont le plus de dyskinésie scapulaire, notamment les sportifs de lancer, enfin bras au-dessus de la tête. Voilà, ça c'était la petite chose à savoir. Ce qui est intéressant, c'est que là, toujours chez des handballeurs, alors en général je vous mets pas les auteurs parce que c'est de gagner de la place sur les diapos, mais là je vous les ai mis parce que c'est assez drôle. En fait, enfin c'est drôle. Je sais pas si on peut dire drôle. Mais en fait c'est la même équipe. En fait, hein. À part lui, voilà, c'est la même équipe. Et en fait là, ils ont conclu qu'il n'y avait aucune association significative qui avait été retrouvée entre la rotation totale, la force de rotation externe, ok ça on s'en fiche, ou la dyskinésie scapulaire évidente et des lésions et les lésions de l'épaule dues au surmenage. Donc en fait, là, ils ont trouvé que la dyskinésie scapulaire, c'était un facteur de risque, mais là, ils n'ont pas retrouvé de lien, en fait. Là, ils n'ont pas retrouvé de lien entre dyskinésie scapulaire et douleur. Voilà. Donc, une étude qui dit il y a un lien, l'autre qui dit il n'y a pas de lien. Donc, on passe à la suite. Alors, cette étude-là, je pense que quand elle est sortie, vous avez dû en entendre parler. Je sais plus de quand elle date. Elle date un petit peu maintenant. Mais en gros, dans le titre, voilà, en gros, une dyskinésie scapulaire, ça augmente le risque d'avoir une blessure de 43% chez les athlètes qui n'ont pas, qui sont asymptomatiques et qui ont une dyskinésie justement. Et donc ça nous dit que la présence d'une dyskinésie scapulaire chez des athlètes asymptomatiques pratiquant un sport overhead indique un risque accru de 43% de développer une douleur à l'épaule. Donc en fait, c'est exactement ce qu'elle a marqué dans le titre. Ils disent quand même que cette constatation isolée n'a qu'une utilité minime dans le cadre d'un dépistage, voilà, et qu'en gros, il faut plutôt faire plein de tests en incluant d'autres facteurs de risque connus. Enfin bon, ils disent quand même qu'il faut faire attention à ça. Ils disent quand même qu'on ne sait pas encore exactement comment la dyskinésie scapulaire contribue à la douleur à l'épaule et si elle peut être considérée comme un facteur contributif direct ou indirect. Donc direct, ça serait quoi? Ça serait, en gros, ça pourrait entraîner un syndrome douloureux sous-acromial par le fait justement qu'il y ait cette réduction au niveau de l'espace sous-acromial dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou alors que en fait on aurait une moins bonne répartition, on va dire, des contraintes au niveau de l'épaule et ça surchargerait les tendons, ce qui créerait des tendinopathies ou des douleurs d'épaule tout simplement. Ça pourrait être aussi un facteur indirect. Dans ce cas-là, ce serait pas, donc c'est ce qui est marqué ici, la dyskinésie scapulaire n'est pas un facteur de risque isolé, mais elle augmente le risque de douleur à l'épaule en présence d'augmentation excessive de la charge. Donc en fait, c'est juste que c'est pas directement elle qui va causer les douleurs, c'est qu'elle va diminuer la capacité de charge de l'épaule, et en fait, on va se retrouver plus facile à surmener notre épaule, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que on avait une dyskinésie qui était présente en l'absence de douleur chez 65% des athlètes, et que la douleur à l'épaule peut être présente en l'absence de dyskinésie chez 25% des athlètes. Et eux, ils disent en fait que cette dyskinésie, elle pourrait être considérée comme un coupable plutôt que comme une victime dans certains cas de douleur d'épaule. Et ça, c'est toujours intéressant quand on fait des études, il n'y a pas de suivi, on prend juste à un instant T, on peut jamais faire trop le
le lien entre la cause et la conséquence, ou établir un lien de causalité. Eux, ici, avec leur méta-analyse, ils disent que c'est plutôt un coupable plutôt qu'une victime, donc plutôt une cause qu'une conséquence. Ok? Donc là, on se dit, bon, bah, la dyskinésie, faut faire gaffe. Là, c'est ce qu'on se dit. Sauf qu'en fait, on a, je crois qu'ils étaient deux donc c'était deux chercheurs qui ont répondu en fait à l'étude précédente en disant que bon, moyen, il y avait quand même des petites choses à redire. Bah déjà quand même, effectivement, c'est quand même les 65% des personnes qui ont une dyskinésie qui n'ont pas développé de douleur à l'épaule, c'est quand même quelque chose d'important par rapport aux 43% d'augmentation du risque et tout ça. Et 25% des personnes sans dyskinésie scapulaire en ont développé. Donc, est-ce que vraiment c'est si important que ça? Voilà, donc c'était une des questions qui était posée. Ensuite, il y avait l'intérêt d'être conscient du risque ou de la dyskinésie. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, si on est au courant ou si on a conscience qu'on a une dyskinésie et qu'on nous dit que ça peut augmenter le risque de blessure, bah peut-être que ça va augmenter le risque de blessure, tout simplement. C'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo-là sur donc on parle de tous les effets non spécifiques, à part effets contextuels et placebo, dans les études scientifiques. On parle aussi de biais cognitifs, notamment de biais de confirmation et de prophéties autoréalisatrices. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo, justement, vous comprendrez bien ça. Et pareil, la communication, effet placebo, effet nocebo, qu'on peut retrouver ici. Si on vous dit, ah oui, avec cette dyskinésie-là, va falloir faire attention, parce que tu vas te blesser, va falloir faire attention, parce que tu vas te blesser, forcément, à un moment donné, et t'augmentes le risque de te blesser. Enfin, ou d'avoir mal, tout simplement. Tu vas avoir mal avec ta dyskinésie, tu vas avoir mal avec ta dyskinésie. Ouais, bah forcément, on te l'a répété 50 fois pendant je sais pas combien de temps, au bout d'un moment, tu vas avoir mal. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'il existe une amélioration de la douleur et de la fonction par les patients lors d'un travail pour améliorer la dyskinésie, mais pas en corrélation avec l'amélioration de la cinématique de la scapula. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut améliorer les douleurs et la fonction de l'épaule en faisant un travail pour modifier cette dyskinésie, mais en fait on change pas la dyskinésie, mais les douleurs et la fonction elles s'améliorent. Donc peut-être qu'en fait l'objectif c'est peut-être pas d'essayer de changer ça, sachant peut-être en fait la dyskinésie c'est peut-être juste pas un facteur de risque modifiable. Et en général, nous, en rééducation, on se concentre sur les facteurs de risque qui sont modifiables. Votre patient, il vient, admettons, et il a, je sais pas, des prédispositions génétiques aux douleurs d'épaule. Et à côté de ça, il dort 2 heures par nuit. Bah peut-être que là où vous allez vous mettre de l'énergie, c'est pour lui dire de dormir plus, parce que vous n'avez pas changé ses gènes. Voilà, c'est vraiment un cas extrême pour juste illustrer, mais on se concentre sur les facteurs de risque modifiables, ok? Le patient, il vient vous voir, il a mal au dos, il fait un travail où il charge son dos toute la journée, et bah, ça peut contribuer à ses douleurs. Bon bah, il va pas changer son travail dans les mois qui suivent, a priori, à part s'il y a un gros problème. Donc on va se concentrer sur les autres choses. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce qu'on pourrait essayer de mettre de bouger le dos d'une manière différente à d'autres moments de la journée? Voilà, on essaye de modifier ce qui est modifiable. Et là, ça dit aussi que la dyskinésie scapulaire, c'est peut-être une adaptation physiologique de l'individu pour optimiser sa fonction et sa performance. En fait, on sait qu'un sportif, il va avoir des modifications qui vont arriver pour s'adapter aux contraintes. Hein, on sait, je vais déjà parler dans une étude, enfin dans une vidéo sur les os, enfin voilà, les pitchers au volet, au baseball, voilà, ils ont des humérus un peu plus, avec plus de rotation en fait, plus dense, donc c'est pour être adapté à ce qu'ils font. Là, la dyskinésie, c'est pour être adapté. Les lanceurs, on sait aussi qu'ils ont plus de rotation latérale, bah c'est pareil, c'est pour être adapté et plus performant. Donc il y a des choses qui sont différentes. On ne peut pas comparer une population effectivement de sédentaires ou de sportifs récréatifs et de sportifs élites. C'est des épaules qui vont être complètement différentes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la fiabilité de l'évaluation de la dyskinésie de l'omoplate est largement reconnue comme étant faible. Donc là, on a répondu à pas mal de questions qu'on s'était posées dans l'introduction, mais on va continuer parce que c'est intéressant, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autres raisons. Et donc ensuite, on a encore une nouvelle revue systématique avec méta-analyse. Et donc en fait, dans cette... et là, le résultat, en fait, c'est que le risque de développer une douleur, si on a une dyskinésie, il est supérieur... Enfin, il est augmenté de...
il est de 7% supérieur dans le groupe avec dyskinésie par rapport à ceux qui n'en ont pas. Mais en fait, dans l'étude, c'était pas statistiquement significatif. Donc en fait, bon, il n'y a pas vraiment de différence. En gros, l'une des principales différences entre les études qui ont été faites ici et ici, c'est que eux, ils n'ont pas pris, dans cette étude-là, ils n'ont pas pris les études qui incluaient en fait une évaluation statique de la position scapulaire. Ok, ils ont pris que des évaluations dynamiques. Donc ça peut, c'est pas vraiment toutes les mêmes études qui ont été prises en compte, mais en gros, eux, ils concluent que la dyskinésie de l'omoplate, elle n'est pas significativement associée à l'apparition de lésions de l'épaule chez les athlètes. Ok, donc là, on est toujours chez des sportifs. Ok, donc on en est où? On en est à une étude ici qui nous dit qu'il y a peut-être un lien, mais en fait, bon, il n'y en a peut-être pas. Ici, on nous dit, waouh, ça augmente de 43%, en fait, il y a des petits défauts. En fait, ici, quand on retire les études qui étudient en statique, on se retrouve à 7%. Bon. Euh, ici, donc là, on est chez des athlètes, mais voilà, récréatifs. Les caractéristiques scapulaires n'ont pas de valeur prédictive pour le développement d'une douleur à l'épaule. Ok. Euh, Et ici, ça c'est assez intéressant parce qu'en fait ça montre que le taux de blessure de l'épaule chez les jeunes joueurs de handball d'élite était presque 2 fois plus élevé dans la semaine, suivant une augmentation de 60% ou plus de la charge de la charge de travail en fait au hand, hein, que lors d'une diminution d'une augmentation faible à modérée de la charge de handball. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire il faut gérer votre volume d'entraînement, c'est hyper important. Voilà, volume d'entraînement, intensité, on fait pas n'importe quoi. Voilà. On n'augmente pas de 60% son volume d'entraînement, par exemple, d'une semaine sur. Ça n'a aucun sens. Bon, on fait pas ça. Il y a une chose qu'on peut retenir, c'est qu'une dyskinésie et, pas seule, et une réduction de la force de rotation externe réduisent l'augmentation de la charge de travail qu'un joueur peut tolérer avant de se blesser. Donc si un joueur il peut tolérer ça, s'il a une dyskinésie et une réduction de la force de rotation externe, bah, en fait, peut-être qu'il pourra tolérer juste ça. Ok, donc il pourra moins augmenter son volume. Ok, donc ça veut dire que des personnes peuvent tolérer jusqu'à 60%, et bah eux ils vont peut-être tolérer que jusqu'à 40 ou 50. Je mets des chiffres au pif, bien évidemment. Mais voilà, c'est pour comprendre. Mais voilà, il y a une chose importante à comprendre, c'est le volume de travail. Et là, c'est chez des. Là, c'est pas chez des sportifs. Et en fait, ce qu'on a, c'est à l'heure actuelle, il n'existe pas suffisamment de preuves pour étayer la croyance clinique selon laquelle la scapula adopte une posture commune et cohérente dans le syndrome du conflit sous-acromial. Cela peut refléter la nature complexe et multifactorielle du syndrome. Cela soulève également la possibilité que l'écart par rapport à une position scapulaire normale ne contribue pas au conflit sous-acromial, mais fasse partie des variations normales. Donc en fait, une personne qui bouge pas comme on vous l'a décrit à l'école, au niveau de sa scapula, bah c'est peut-être juste une variation normale. Et encore plus quand c'est une personne qui fait un sport de lancer, enfin un sport overhead, et encore plus si cette personne-là le fait à haut niveau. Ok? Donc ça, faut bien le comprendre. Donc en gros, pour le moment, la dyskinésie, bah, elle n'est pas vraiment liée à la douleur. Et même si elle était liée à la douleur, c'est même pas sûr que ce soit un facteur modifiable. Donc pour le moment, est-ce qu'on mettrait pas plutôt du côté on s'en fiche? Bah peut-être que si, en fait. Donc là on va voir que en fait, bon bah la dyskinésie c'est quelque chose de normal, entre guillemets. Pourquoi? Bah en fait dans cette étude-là, euh, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait ce qu'on voit c'est que la dyskinésie bah, elle semble pas liée à la présence d'une douleur à l'épaule, une nouvelle fois. Ok. Donc là on n'est pas forcément sur un groupe de sportifs. La dyskinésie, elle a été observée chez des participants qui souffraient de douleurs d'épaule, mais aussi chez les témoins sains. Ok. Et donc c'était quasiment la même chose, en tout cas la prévalence, elle n'était pas statistiquement différente entre ces deux groupes. Donc en gros on avait la même proportion, pour faire simple, de dyskinésie chez ceux qui ont mal que chez ceux qui n'avaient pas mal. Et donc, bon, ils le redisent ici, mais se concentrer uniquement sur la prévalence de la dyskinésie chez les patients souffrant de douleurs à l'épaule peut ne pas être bénéfique lors d'une évaluation clinique. Car, ouais, je vais dire DS parce que j'en peux plus dire dyskinésie. Car la DS peut représenter une variabilité de mouvement normale, ok?
Et donc ce qui était intéressant ici, c'est qu'on avait un certain biais, c'est parce qu'en fait on avait un groupe de kinés qui savaient qu'ils évaluaient des personnes avec des douleurs d'épaule, et un groupe qui savait pas que si les patients ils avaient mal ou pas. Et en fait, bah, les kinés qui savaient qu'ils étudiaient qui regardaient des personnes avec des douleurs d'épaule, et ben ils ont vu à chaque fois plus de DS dans ce groupe-là. Ok, on a eu des taux de prévalence plus élevés qui ont été rapportés par les examinateurs non aveuglés par rapport à des examinateurs aveuglés. On est dans le biais de confirmation, on voit ce qu'on veut voir, on veut confirmer nos pensées. Ah, il a une douleur à l'épaule, ok, je vois une dyskinésie. Si on n'en sait rien, bah en fait on va peut-être voir moins de DS. Voilà, c'est une chose qu'il faut comprendre. Et quand on regarde aussi ici, donc là c'est chez des sportifs, mais ils ont comparé des sportifs overhead et des sportifs pas overhead. Donc des sportifs avec bras au-dessus de la tête et des sportifs avec les bras pas au-dessus de la tête. La prévalence de la DS est plus élevée chez les athlètes qui pratiquent les sports par-dessus la tête que chez ceux qui n'en pratiquent pas. Ok, et on retrouve à peu près 61% des athlètes qui pratiquent un sport overhead qui ont une DS, alors qu'on n'en a que 33% chez les athlètes qui ne pratiquent pas de sport overhead. Donc on peut toujours se poser la question, mais c'est peut-être en fait une adaptation qui permet une amélioration des performances. Et c'est pas forcément quelque chose de pathologique. C'est pas parce que c'est différent que c'est pathologique tout de suite. Ok, c'est peut-être juste une adaptation pour améliorer la performance. C'est tout. Et on a cette étude-là, elle est bah, qui revient un petit peu sur tout ce qu'on a dit, quoi, mais euh, qui nous dit qu'en fait les athlètes présentent un pourcentage plus élevé de DS que la population générale. Cependant, un nombre considérable de personnes présentant des symptômes ne présentent pas de DS. Le nombre d'individus asymptomatiques qui présentent une dyskinésie est peut-être plus révélateur, euh, ce qui suggère que la DS peut être une découverte relativement normale pour près de la moitié de la population asymptomatique étudiée dans la littérature. Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'est quelque chose de normal et il faut pas s'en inquiéter. D'accord? Vraiment, dans la plupart des cas, a priori, ça reste quelque chose de normal. Et là, juste pour donner un exemple, on va parler nageur et pitcher. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que la dyskinésie scapulaire, elle peut même avoir lieu au cours d'une séance, une seule séance en fait, hein. Si on prend les nageurs, en fait, à la fin de la séance, ils peuvent avoir, si on regarde leur DS avant et après, enfin si on regarde leur rythme scapulo-huméral avant et après, on peut avoir une DS à la fin de la première séance, potentiellement juste parce qu'il y a une certaine fatigue des muscles. On sait que la fatigue, ça peut jouer sur ça. On sait aussi, par exemple, que chez les pitchers, quand ils lancent, il leur suffit d'une seule séance. Si on regarde au début de la séance et à la fin de la séance, leur amplitude aussi, elle va augmenter. Donc en fait, ça peut être la fatigue qui peut jouer ici. Si on extrapole, par exemple, là c'est une extrapolation, mais c'est pour donner un exemple. Bah, en fait, par exemple, le mec, à force de lancer des balles, bah, il va gagner en amplitude et tout, donc ça va améliorer ses performances, ça va améliorer son lancer. Bah, peut-être qu'en fait, la DS qui apparaît, c'est peut-être aussi pour améliorer la performance, mais pas forcément tout au cours d'une saison, peut-être déjà même au cours juste d'une seule séance de natation. Voilà, c'est juste pour dire ça. Ça peut être dû à la fatigue, ça peut être dû à une adaptation, et c'est pas forcément une adaptation sur le long terme. Peut-être, pose la question, peut-être que c'est une adaptation sur le court terme. Peut-être. Et en fait les DS, ça peut être provoqué par plein de choses. Par quoi? C'est-à-dire que vous prenez un patient, il lève le bras, vous regardez, ah, ça bouge comme ça. Là, vous lui dites de bouger le bras plus vite ou plus lentement, peut-être que ça va changer. Si vous lui mettez une charge dans les mains, peut-être que ça va changer. S'il a mal à l'épaule, si peut-être vous lui faites mal, si admettons vous avez un patient, il lève le bras, ça va, et puis vous prenez par exemple comme un algomètre et vous augmentez la pression à un endroit pour provoquer de la douleur, bah, peut-être que son rythme il va changer. Peut-être la raideur des muscles au niveau de l'épaule, la fatigue, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça, ça peut modifier en fait les dyskinésies. Enfin, en tout cas, avoir un impact sur le rythme scapulo-huméral, on va dire. Donc, ouais, c'est important de bien comprendre le contexte global, en fait. Et de savoir que ça peut changer en fonction des choses, de ces paramètres-là. J'ai mis cela, mais je crois qu'il y en a d'autres, hein.
Ensuite, une question qu'on peut se poser, c'est que là on peut se dire, bon, la dyskinésie, c'est peut-être pas si important que ça à aller chercher, ou en tout cas de manière isolée, ça n'a aucun sens. Mais admettons, on veut les repérer, est-ce qu'on a des tests qui sont fiables? D'après cette étude, les tests d'examen physique pour les altérations de la position ou du mouvement de l'omoplate et les tests d'altération des symptômes de l'omoplate ne permettent pas de diagnostiquer une pathologie de l'épaule ou une douleur générale de l'épaule. L'asymétrie du mouvement ou de la position de l'omoplate n'est probablement pas un indicateur de dysfonctionnement de l'épaule et n'est pas limité aux personnes souffrant d'une pathologie d'épaule, c'est ce qu'on dit depuis le début. Le pourcentage de personnes présentant une altération du mouvement et de la position de l'omoplate est assez similaire dans les cohortes de sujets qui souffrent de douleurs d'épaule et ceux qui n'ont pas de douleur d'épaule, et la présence d'altération du mouvement de l'omoplate et de douleur à l'épaule ne s'est pas avérée être significativement liée. Donc, eux, ils concluent que l'utilisation de tout test d'examen physique pour la position de l'omoplate, le mouvement de l'omoplate ou le test d'altération des symptômes ne peut être recommandé pour une utilisation clinique afin de diagnostiquer une douleur à l'épaule ou une pathologie de l'épaule. Voilà, par exemple, juste raconter une anecdote, mais on s'en fiche, mais comme ça permet de faire une pause et de rendre un petit peu la vidéo plus vivante avec des anecdotes. Moi je me rappelle, j'étais en cours, pour chaque articulation, on avait 25 000 tests. La clinimétrie, je ne crois pas en avoir entendu parler, donc un test qui était positif, ça voulait dire ça, il était négatif, ça voulait dire qu'il n'y avait pas ça. C'est tout. Je crois pas que ça allait plus loin. Et du coup, on arrive à l'épaule, j'ai 25 000 tests, ok, j'arrive en stage, et le, le kiné, il me dit, bah vas-y, t'en es où, nanana, je fais, ouais, je parle d'épaule, tout ça, il me dit, bah vas-y, là c'est un patient, il me dit, ça c'est typique conflit sacromial, tu vas avoir fait tes tests, tu vas me dire ce que t'en penses. Là je fais 25 000 tests, dans tous les sens, nanana. Il me dit, alors des tests, je pensais que, il y avait des trucs, je pensais que ça ferait mal, ça faisait pas mal, et des trucs, je pensais que ça ferait pas mal, ça faisait mal. D'après les tests, il avait tous les tendons de la coiffe des rotateurs qui faisaient mal, donc en gros, il avait plus d'épaule. Et le kiné me dit, bah du coup, qu'est-ce que t'en dis? Sous-entendu, c'est quoi ton diagnostic? J'ai envie de lui dire, bah il a mal à l'épaule. Bravo frérot, effectivement, c'est pour ça qu'il est là. Même le patient, il le savait en arrivant que son problème c'était d'avoir mal à l'épaule. Mais avec tous ces tests-là, mais en fait, j'en savais rien du tout. J'en savais rien du tout. J'avais fait des tests pour tester la coiffe, des tests de modification des symptômes avec la scapula, des trucs, des machins. Un coup ça marchait, un coup ça marchait pas. Je faisais le test plusieurs fois. Ça changeait au fur et à mesure de l'arrêt. Enfin bon. Et à la fin, je pouvais juste conclure. Avec tous ces tests-là, 20 tests, j'exagère, mais on va dire 10 tests, j'étais capable de dire que le patient il avait mal à l'épaule. Super, c'était marqué sur l'ordonnance. Voilà, juste pour dire que à un moment, faire des tests pour des tests, ça n'a aucun sens. Donc bon là on nous dit, grosso modo, ça sert à rien. J'exagère, mais pas loin. Et ici, on nous dit que de nombreux examens physiques destinés à évaluer les dyskinésies de l'omoplate sont décrits dans la littérature. Dans l'ensemble, on constate un manque d'études de haute qualité évaluant la fiabilité intra-juge et inter-juge. Donc en gros, voilà. C'est pas très fiable. En gros, c'est pas très fiable. Mais donc là, on arrive à la partie intéressante. Faire des exercices de scapula, ça sert à rien, du coup. Vu qu'on peut pas corriger les dyskinésies, ça sert à rien de faire des exercices de scapula. Alors, bon, moi j'ai jamais vraiment compris les exercices de scapula. Genre, il y a les exercices de la coiffe, les exercices pour la scapula ou de correction du je sais pas quoi, comme si les deux étaient complètement indépendants. Mais je reviendrai sur ça après. Donc en fait, bah non, en fait c'est efficace de travailler la scapula. Ici, l'utilisation de thérapie d'exercice centrée sur l'omoplate chez les patients souffrant de syndrome de douleur sous-acromiale bénéficie d'un certain soutien. Donc ici, ça marche. Ici, les approches, les approches centrées sur l'omoplate pour les douleurs d'épaule liées à la coiffe des rotateurs confèrent un avantage par rapport aux approches généralisées jusqu'à 6 semaines, mais après c'est pas... Ça, à 3 mois, bon, il y avait plus de différence. Mais c'était... Jusqu'à 6 semaines, c'était bien. Enfin, c'était c'était mieux que les approches généralisées. En ce qui concerne la position et le mouvement de l'omoplate, les données sont contradictoires. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit pour le moment, ça marche, on va dire. De toute façon, on s'attend jamais dans ce genre d'études à ce qu'on ait des, des détails d'effets de ouf quand on compare les groupes et des choses comme ça. Mais ça marche, ça marche. Mais par contre, est-ce que ça a modifié la cinématique, on va dire, de la scapula? A priori, c'est contradictoire.
Ici, l'ajout d'une thérapie manuelle à un protocole d'exercice n'a pas amélioré la cinématique, la fonction et la douleur de l'omoplate chez les patients souffrant du syndrome de conflit. Bon là c'était la petite phrase pour les prothérapies manuelles. Est-ce qu'on est surpris? Et par contre, je dis jamais que la thérapie manuelle ça sert à rien, hein. C'est pas ça que je dis, mais ça, c'est des petits messages pour ceux qui ne jurent que par ça. Et donc en fait, les améliorations constatées au niveau de la douleur et de la fonction ne s'expliquent probablement pas par des changements au niveau de la cinématique de l'omoplate. Donc en fait, ça a marché, donc ils ont fait plein de trucs, hein. Il y avait du stretching, du renforcement. À un groupe, ils avaient rajouté de la thérapie manuelle. Donc ça a amélioré relativement les patients. Mais par contre, ça n'a rien changé à la cinématique de l'omoplate. Ici, l'intervention proposée dans cette étude, donc ça comprenait un programme d'exercice basé principalement sur tout ce qui est contrôle moteur de l'omoplate, ce qui permet d'améliorer l'incapacité et la douleur de l'épaule. Ah, donc ça marche aussi. Il est surprenant de constater que la réduction de la douleur et l'amélioration de la fonction sont apparentes sans qu'il y ait de différence mesurable dans la fonction scapulaire. Waouh, c'est incroyable. Mais en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Mais ça nous dit un peu comme plein de choses qu'on aurait déjà vues. Ça nous dit que ça marche, mais pas pour les raisons qu'on croit. C'est incroyable quand même. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que ça marche, les exercices de scapula, mais c'est pas parce que ça modifie le rythme de la scapula. Mais on l'avait déjà vu, je sais plus dans quel diapo, hein, mais je l'avais déjà dit avant. Mais là, on a les études qui nous le montrent. Ok? Ça marche, mais pas pour les raisons qu'on croit. D'ailleurs, juste, je vais revenir sur les exercices de scapula. Euh, pour moi, ça n'a pas de sens. En général, vous regarderez les études, mais vous savez, les exercices de scapula, ça peut être les choses en Y comme ça, là, ou en T ici, où on se dit, ouais, là, on va bien cibler le trapèze inférieur, on va bien cibler le trapèze moyen. Ça peut être aussi des tirages comme ça, où on va venir serrer les omoplates. Ouais, enfin je suis désolé, mais admettons, on prend juste l'exercice de trapèze inférieur, donc un exercice de scapula où on vient faire un Y comme ça, on va pas me la faire. Je suis pas un anatomiste biomécanicien professionnel, mais on va pas me dire que la coiffe des rotateurs, elle intervient pas dedans. On va pas me dire que la coiffe des rotateurs, elle intervient pas dedans. Quand on fait une espèce de face pull, en fait, avec une rotation latérale, bras en abduction, on va pas me dire que la coiffe des rotateurs, elle travaille pas. C'est sûr et certain, infraépineux, supraépineux, petit rond, tout ça, ça bosse, ok. Euh, donc en fait, les mouvements de scapula, c'est rarement juste un mouvement de scapula, à moins vraiment peut-être que de faire juste ça ou des protractions, rétractions, mais c'est rarement ça, hein. Il y a des choses avec même par exemple en Y, là le premier qui me vient c'est avec élastique, ça vient serrer derrière ici. Non, ça c'est pas un exercice juste de scapula. Donc voilà, après c'est toujours pareil, quand on fait un travail où on met en plus du poids, des élastiques, de la résistance, le patient il peut prendre confiance dans son épaule. Ici je vous ai mis deux vidéos, ici sur les chaînes faciales, les adhérences et les traitements, tout ce qui est crochetage, thérapie manuelle de tissu conjonctif et tout ça, pour dire que ouais ok ça peut marcher, mais c'est toujours pareil, pas pour les choses, pas pour les raisons qu'on pense. Ici aussi, là c'est une analyse d'une séance de chiropraxie où c'est bullshit max. Je vous invite à la regarder, c'est assez marrant. Et donc là on va finir avec cette dernière diapo qui est l'avant-dernière en fait. Le but c'est de pas finir en se disant les dyskinésies c'est nul. J'ai juste laissé une porte ouverte. Parce que là en fait qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire bon bah les dyskinésies c'est pas forcément lié à de la douleur, même si ça l'était, c'est pas forcément un facteur modifiable. En plus de ça les tests pour l'identifier pas très fiables. Mais par contre c'est des bons exercices pour les douleurs d'épaule, même si ça change pas la dyskinésie. Voilà ce qu'on peut se dire jusqu'à présent. Là je vais juste finir avec ça. C'est une porte entrouverte pour pourquoi pas une future vidéo. J'ai pas assez bossé le sujet, là clairement, donc ça va prendre avec des pincettes ce que je vais dire. En fait, je suis tombé sur ces deux études-là en faisant mes recherches. En gros, ici, c'est chez des joueurs, des jeunes qui jouent au cricket, et ils disent qu'une scapula constamment en rotation vers le bas associée aux jeunes joueurs de cricket atteints de douleurs d'épaule peut prédisposer ces joueurs à des blessures continues par conflit sacromial et aussi par une charge accrue sur les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc on repart sur les deux théories du début. Donc pour moi, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Et en gros, là on va parler de dyskinésie qui se caractérise par un syndrome de rotation de l'omoplate vers le bas, donc en downward rotation, en sonnette médiale.
Euh, et en gros, ici, ensuite, on a une étude où ils ont fait faire des shrugs, hein, donc des haussements d'épaules. euh, et en fait, ils ont vu que le fait de décoller un petit peu les bras, donc d'avoir les bras à 30 degrés au lieu d'avoir les bras tombants, ça activait un petit peu plus les trapèzes. Et donc, ils ont conclu que ça pourrait être utile dans le cadre d'un programme de rééducation de l'épaule pour traiter la dyskinésie scapulaire impliquant des épaules tombantes et une rotation déficiente de l'omoplate vers le haut. Donc, en gros, le but, c'est vu que ça active un peu plus trapèze et supérieur et inférieur, donc en gros on a une omoplate qui tombe comme ça, on essaie d'activer les muscles qui remontent l'omoplate, et ça pourrait corriger le problème chez cette personne-là. Après c'est toujours le même problème, c'est une dyskinésie, est-ce que les tests ils sont fiables, est-ce que les tests ils sont valides? En fait j'en sais rien. Moi, parce que ça va pas à l'encontre de tout ce que j'ai dit avant, mais comme j'ai dit, j'ai pas été voir spécifiquement les problèmes, cette sous-population peut-être qui existe, hein, de personnes avec une dyskinésie avec en downward rotation et qui bénéficieraient peut-être de ces. Donc, voilà. Comme je vous dis, hein, c'est juste pour laisser une porte ouverte. Il faudrait que je creuse plus le sujet de la vidéo, plus ce sujet-là. Et ici, en fait, on s'est rendu compte que on peut plus activer le trapèze sup en fonction de l'élévation de l'épaule. Donc, on l'active plus à 90 degrés ici qu'à 30, et on l'active plus à 150 qu'à 30. Après, pareil, ça reste donc sa désactivation EMG. Hein. Je rappelle que l'EMG c'est pas forcément corrélé, par exemple, à des facteurs comme à des résultats comme l'hypertrophie, par exemple. Sachant que plus on lève le bras, bah pareil, plus la coiffe des rotateurs elle va être impliquée. Donc franchement, ça je sais pas quoi en dire. Moi, ce que je me dis en lisant ça, c'est que j'ai toujours le même avis. Les dyskinésies, je vais pas commencer à les rechercher. Mais peut-être que chez un patient qui a des douleurs d'épaule, bon, peut-être vous faites comme d'habitude. Et pourquoi pas se dire, bon, on se garde les shrugs à 30 degrés comme ça, ou au plus pour stimuler le trapèze. C'est pareil. Est-ce que ça va changer quelque chose vraiment? C'est pas parce que ça augmente l'activité du muscle que ça va changer grand-chose selon moi. En fait là, je vais juste, vu que j'ai pas assez creusé, je vais dire pour moi, je suis pas convaincu, ok? Je suis pas convaincu, donc je vais pas le prendre en compte pour moi dans ma pratique. Vu que j'ai pas creusé le sujet et que là on est en public, je vais juste dire je suspends mon jugement sur ça. Je vais surtout me fier sur tout le reste de la vidéo en me disant en vous disant en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Les dyskinésies, c'est pas forcément lié à la douleur. Les tests, ils sont pas fiables. Même si c'est un facteur de douleur, c'est pas modifiable. Euh, et, euh, mais par contre, ça reste des bons exercices. Voilà. Et donc, dans les bons exercices de scapula, on peut tout à fait intégrer les shrugs avec différentes amplitudes ici. Mais je vais pas m'amuser à chercher comment on remesure une scapula en sonnette médiale. Comme je vous dis, je sais même pas comment on fait. Je sais pas si c'est fiable. Je sais, j'ai pas bossé le sujet. Et là, ça m'intéresse pas en plus. Voilà. Mais juste, voilà ce que je vous dis, pensez peut-être, si vous voulez faire des exercices de scapula, vous pouvez, si vous l'aviez pas dans vos bases d'exercice, shrug avec les bras un petit peu plus levés, voilà, donc à 30 degrés, ou même plus, hein, 90, 50, 150, on s'en fiche après de ça. Mais voilà, si vous voulez ça, juste un exercice de plus dans la bibliothèque d'exercices, c'est tout. Et on finit avec le même de la vidéo, donc quand tu te rends compte qu'on a encore inventé un problème, voilà, donc il y avait les pieds plats. Bon, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais enfin, tout ce qui est les pieds plats, le bassin qui part en antéversion ou en rétroversion, bah, les dyskinésies scapulaires, voilà, à chaque fois on invente un nouveau problème, j'ai l'impression. Alors que nous, pourtant, ce qu'on veut faire, c'est trouver des solutions. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!